Nous sommes en plein cœur de l'actualité puisque quand nous avons préparé cette table ronde il y a la semaine dernière, c'était finalement un sujet banal, si ce n'est bateau. Les politiques de diversité étant très importantes, on n'est pas encore au niveau de l'égalité, mais à tout du moins, nous étions dans une situation dans laquelle on savait quoi faire, on avançait, on regardait où étaient les freins et les obstacles. Et puis, depuis la semaine dernière, vous avez dû tous voir ce week-end le courrier qu'ont reçu un certain nombre d'entreprises françaises, qu'ont reçu toutes les entreprises américaines. Si vous voulez postuler pour des marchés publics avec des fonds américains fédéraux, vous devez vous engager à ne plus avoir de politique de diversité. Alors, on ne va pas faire le sujet là-dessus, on va éviter de rentrer dans un dossier dont nous pensons qu'il est bon, il n'est bon qu'à être ignoré, pour plutôt discuter de comment est-ce qu'on peut promouvoir les sciences et les technologies, puisque c'est le sujet du jour, auprès de populations qui y vont moins que les autres, à commencer par les femmes bien sûr, mais pas seulement. Et je voudrais d'abord me tourner, alors pour discuter de ce sujet, nous avons Bruno Marie-Rose, ancien champion olympique, médaille de bronze, je me souviens plus quand, mais vous l'aurez. Et surtout le DSI de Paris 2024, les JO. Donc vous avez dû tous remarquer qu'ils se sont quand même remarquablement bien passés. Et comment peut-on avoir des JO qui se passent bien sans avoir des systèmes numériques, des systèmes d'information qui marchent impeccablement bien? Donc nous sommes curieux de voir comment les politiques de diversité n'ont pas été un obstacle, peut-être même exactement l'inverse, pour permettre ce succès. Delphine Pouponneau, patronne de la diversité d'Orange, et Elisabeth Richard, qui n'est pas patronne de la diversité, mais pardon Elisabeth, directrice de relations avec la société civile, donc beaucoup plus large et très engagée sur la question de la parité et de la place des femmes. Bruno, je voudrais vous poser la première question, qui est: qu'est-ce que la diversité vient faire dans l'organisation des Jeux Olympiques? Est-ce que vous l'avez pris en considération? Est-ce que vous l'avez intégré? Et qu'est-ce que ça a pu donner? Quel bilan vous pouvez en tirer? Oui, alors effectivement, comme je l'ai évoqué, ça a d'abord été une stratégie d'entreprise. Et puis après, c'est comment concrètement on arrive à la décliner au quotidien. Et si je prends un zoom, par exemple, sur toutes les actions de recrutement, il y a eu beaucoup, je dirais, de présentations de mon activité et de l'activité de Paris 2024 dans les différentes écoles. On avait un vrai sujet aussi dans la diversité au sens large, qui était l'ancrage territorial dans la Seine-Saint-Denis. Donc il y avait un double objectif, non seulement de pouvoir faire venir des femmes, mais en plus faire venir des femmes de la Seine-Saint-Denis, donc avec un double challenge. Donc il y a eu beaucoup d'accents mis sur le recrutement. Une des réponses, c'est qu'on avait des équipes HR internes convaincues et convaincantes. On a fait vraiment du partenariat sur un certain nombre de sujets. Et si je prends quelques exemples, par exemple, c'est l'écriture des job desks, hein, des postes, des fiches de poste au niveau du recrutement. Il y avait un vrai travail sur le verbatim, sur pourquoi nous rejoindre, alors que nous, ingénieurs, garçons, on avait tendance à mettre au détail près tout ce qu'il faut faire. On disait non, non. Et donc il y a eu un vrai retravail sur l'ensemble de l'enrobage, on va dire, de ces fiches de poste, sur le verbatim. Je me rappelle même, ça va sûrement vous parler à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'écriture inclusive. Il y a eu beaucoup de débats internes et notre HR nous a forcé à mettre de l'écriture inclusive sur toutes nos fiches de poste. Des descriptions de postes très techniques avec les i, points, machin. Eh ben, vous savez, il y a eu des bons résultats. Mais voilà, je dirais pas plus. Voilà, donc c'est tout un ensemble d'actions au quotidien sur cet aspect recrutement. Et puis le dernier point aussi, et ce qu'il faut... Vous savez, hein, une organisation comme nous, il y a une grosse pression sur le recrutement. Hein, c'est du rétro-planning, la course contre la montre.
Et donc, on a envie de recruter le premier profil qui match. Voilà. Et les sujets de la diversité, c'est quoi? C'est prendre le temps, parce qu'on s'est aperçu que sur des profils issus de la diversité, il y a sûrement un peu plus de temps de validation pour dire oui au fait de postuler. Et une fois que vous savez ça, vous mettez le candidat à l'aise sur valide avec ta famille, valide avec ton entourage. Et même si vous devez dire j'ai besoin de la personne là, non, vous prenez le temps. Et ça, c'est un exercice à faire au sein des organisations recrutantes pour s'assurer qu'effectivement on prend le profil le plus adapté à la stratégie de l'entreprise. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, les politiques de diversité commencent au départ, quand on cherche à recruter, pour que des populations qui ne postuleraient pas aient le sentiment qu'en fait, ils sont voulus. Donc, c'est la manière dont on s'adresse à eux qui va attirer ces talents qu'on n'avait pas imaginés ou qui eux-mêmes ne se projettent pas et s'imaginent pas. Delphine, tu travailles aux politiques de diversité d'Orange depuis longtemps. Orange est sans doute un des modèles de la diversité femmes, mais pas que, dans les grandes entreprises françaises, avec un vrai engagement et des mesures et des processus extrêmement précis. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et est-ce que tu peux aussi réagir sur la problématique de faut pas oublier le début, en fait? Ok. Merci déjà de m'avoir invité. Effectivement, ça va, on m'entend? Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'Orange mène une politique volontariste, à la fois sur la mixité, l'égalité des chances, l'inclusion numérique. C'est pour nous un vrai levier très important. C'est vrai que ça passe par plusieurs actions. Déjà, il faut une vraie conviction au niveau du top management. Ça, c'est essentiel pour pouvoir déployer ces politiques. On a aussi beaucoup négocié avec les partenaires sociaux, c'est important. Nous, on a d'ailleurs un accord monde sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. On a des relais locaux qui sont là pour impulser ces politiques. On a des systèmes de certification et de labellisation. On est audité tous les 2 ans parce qu'on est là aussi dans un processus d'amélioration continue et on veut que l'ensemble de nos entités, donc dans 20 pays, on progresse sur l'ensemble de ces sujets-là. Et c'est vrai que chez Orange, la difficulté ou l'enjeu majeur, c'est vraiment de féminiser les métiers de la tech et du numérique. On est une entreprise de télécommunications. On sait que c'est des métiers qui n'attirent pas forcément les jeunes filles. Donc on a un vrai enjeu à les sensibiliser, et ça dès le plus jeune âge. Et dès 2020, on a lancé un grand programme groupe qui s'appelle Hello Women, dont une des finalités, c'est vraiment d'inciter les jeunes filles dès le plus jeune âge à rejoindre les filières techniques et à montrer tout le potentiel de l'intelligence artificielle, de l'IA, du cloud, puisque c'est les métiers sur lesquels on recrute aujourd'hui. Et si on n'y prend pas garde et si on n'a pas cette politique volontariste, c'est notre taux de féminisation global qui risque de baisser. Donc on travaille avec des partenaires et on sait à quel point aujourd'hui il y a une sous-représentation des femmes dans ces filières-là, et l'enquête GenderScan l'a encore rappelé récemment. Aujourd'hui, on a quand même atteint l'objectif qu'on s'était fixé en 2020, à savoir 25% de femmes dans les réseaux, métiers de la tech et du numérique. On voit qu'en fonction des spécialités, c'est plus ou moins facile. L'IA, ça le devient un peu plus. La cyber, c'est très compliqué. Donc voilà, il faut continuer. Et là où je rejoins ce qui a été dit, ça passe aussi par des actions sur les descriptions de postes, sur la formation des managers, sur la formation des recruteurs. On travaille aussi beaucoup à la reconversion des femmes dans ces métiers-là, puisqu'il y a beaucoup de reskilling, d'upskilling. Donc on a un centre de formation d'apprentis. On s'est fixé aussi 30% de femmes dans les promos. Et puis, il faut les fidéliser parce qu'on sait que ça, c'est un véritable enjeu. Parfois, elles y rentrent, mais elles en sortent. Donc, l'idée, c'est aussi de les accompagner tout au long de leur carrière, leur proposer des évolutions, leur proposer l'égalité salariale et un environnement où elles se sentent accueillies et un environnement bienveillant pour pouvoir continuer chez nous. Est-ce que je peux te poser la question qui est piège, qui est le pourquoi? Pourquoi Orange investit autant dans les questions de diversité et notamment la diversité de genre?
Est-ce que c'est par bonté d'esprit ou est-ce que derrière, il y a quand même un intérêt que tu pourrais nous développer un petit peu? Alors, il y a une question de justice sociale, ça c'est sûr, mais c'est clair qu'il y a un enjeu business. On est sur des métiers pénuriques, hein, on cherche tous les mêmes profils, la cyber, la data, l'IA, etc. Donc on ne peut pas se priver de la moitié de l'humanité pour travailler sur ces sujets-là. C'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui sont bien payés, donc les femmes doivent pouvoir aller vers ces filières-là. Et j'irais même plus loin, c'est presque un enjeu de souveraineté et un enjeu de compétitivité. Si on veut être encore des champions sur de l'IA, sur de la cyber, il faut qu'on forme ces jeunes. Et voilà, et je dirais, ces métiers n'ont pas de genre, n'ont pas d'âge, n'ont pas de couleur. Et donc, tous les talents sont bons à prendre. Donc, bien payés, des métiers de pouvoir, les filles, l'objectif est lancé, n'hésitez pas. Elisabeth, alors tu n'es pas en charge de la diversité, mais de la relation avec la société civile, et tu es très engagée sur les questions de genre. Est-ce que tu peux un peu nous parler de pourquoi et comment tu exerces cet objectif? Alors moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet de la place des femmes, je dis bien la place des femmes, et sur l'égalité professionnelle. J'ai toujours combattu l'idée de diversité. Non pas qu'elle n'existe pas, hein, loin de là, mais pour moi, le sujet de la place des femmes, c'est la moitié de l'humanité, tu l'as clairement dit tout à l'heure, et à partir du moment où on se bat là-dessus et qu'on combat tous les modes de discrimination, c'est beaucoup plus simple ensuite, et c'est le même mode opératoire de discrimination quand c'est la question du LGBT, quand c'est la question des différentes ethnies, etc., etc. Donc, ou du handicap. Donc le sujet, pour moi, je le prends par l'angle place des femmes. Ça fait 20 ans qu'on a un arsenal, maintenant on a un arsenal législatif en France assez costaud, hein, on peut le dire, hein, sur l'égalité professionnelle. On n'a pas à rougir de ce qui se passe dans notre pays par rapport à ce qui se passe dans le monde au niveau professionnel. Mais on se rend compte d'une chose, quand on regarde les résultats de l'école polytechnique, nombre de femmes, hommes l'année dernière, donc les chiffres sont sortis, on est passé de 21% à 16%. Mais en un an, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas ralenti, on continue tout autant qu'on est à soutenir les initiatives, accompagner. Je te vois, Claudine, Science Factor, on est avec Capital Filles, on est partout, on soutient, on est là, on colmate, on aide, on ouvre les portes et on baisse. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, j'ai une théorie. Et je vais vous donner ma théorie, et on en a pas mal parlé. Ça peut ne pas attirer les jeunes filles, mais justement, il faut qu'elles sachent pour pouvoir combattre ça. Je travaille sur le sujet de la place des femmes, et je travaille notamment aujourd'hui sur les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants. Et il y a un sujet des violences faites aux enfants qui sont dans le sport, et on va revenir, et j'aimerais que vous avoir partagé mon point avec vous. Aujourd'hui, en 2025, il y a un enfant sur 7, lambda, qui fait du sport le mercredi ou le samedi, qui subit des violences. Les 3/4 sont des violences sexuelles. 1 sur 7, 85% de petites filles. Un sportif de haut niveau sur 3. Les chiffres sont massifs. C'est Angélique Cauchy qui m'a raconté tout ça, qui m'a expliqué, qui m'a emmenée dans son monde. Ce monde est un tsunami des violences faites aux enfants. Et ça, depuis plusieurs années. Comment une petite fille qui n'en parle pas à ses parents, qui n'en parle pas, qui le tait, qui le tient, soit elle est dans le déni, elle l'a oublié, soit elle ne le dit pas, elle ne le dira jamais. Ces 85% de petites filles, elles vont aller dans des filières où il n'y a que des filles. Elles ne vont pas aller dans des filières où il y a des garçons. C'est clair et net. Donc il faut absolument... Et s'il y a des patrons d'école, s'il y a nous, les entreprises, on doit faire un focus sur comment accompagner nos jeunes filles dans des safe places, dans des prépas où elles pourront en meute trouver leur place, et pas parce qu'elles-mêmes ne se lanceront jamais dans toutes les études digitales, maths, sciences, si on ne les accompagne pas sur ce sujet-là. C'est mon point. Et malheureusement, ça se vérifie de plus en plus. Alors Bruno,
question non prévue, mais vous avez été dans les organisations sportives, un grand sportif, et vous êtes dans le monde de la tech. Est-ce que la problématique du recrutement, puisqu'on parle des femmes, est-ce qu'il y a une question de la manière dont elles sont accueillies et les risques de violence auxquels elles sont moins préparées, elles peuvent moins se défendre que les garçons? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler? Si, c'est forcément un axe. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans le sport, et on parle du sport de haut niveau, mais beaucoup dans le sport amateur aussi, il y a des sujets de violence au quotidien qui sont dans le reflet de la société. Et aujourd'hui, le sujet, il est aussi beaucoup au niveau de l'encadrement. On doit aussi avoir un encadrement du système sportif qui doit se féminiser aussi. Et donc, c'est quelque chose qui est en cours. Mais je voudrais aussi rebondir sur ce pourcentage et peut-être parler de la filière que je connais plus particulièrement. Je suis issu de l'INSA de Lyon. Et j'ai pas mal de contacts avec le directeur de l'école. Aujourd'hui, l'INSA de Lyon, filière d'ingénieurs, a 36% d'étudiantes féminines. Ils sont en hausse. Et je pense que c'est intéressant de comprendre un peu ces facteurs. On a parlé de Polytechnique, mais Polytechnique, il est issu peut-être du système, on veut dire, des classes préparatoires qui sont un petit peu compliquées aujourd'hui, qui rebutent pas forcément que les femmes, mais aujourd'hui beaucoup de jeunes des générations entre guillemets dites Z et Alpha qui vont arriver ne se ressentent pas dans un système ultra compétitif qui est loin, qui est très théorique et qui est loin du modèle appliqué. Et effectivement, une école avec d'ailleurs sciences appliquées, qui porte bien son nom, qui passe de la théorie à la pratique des sciences, qui a une prépa intégrée où le collectif va au-delà de la performance individuelle, peut quelque part aider à réconcilier ces populations ou pas issues de la diversité avec le modèle des sciences. Donc ça, c'est des discussions qu'on a. On fait aussi l'analogie avec le sport parce que dessus, il faut aussi trouver des performances individuelles dans un collectif pour un succès collectif. Et ça, cette analogie et cette passerelle, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Très intéressant. Moi, je suis toujours un peu méfiante de dire les filles, elles n'ont pas le cerveau pour le conceptuel, elles ont le cerveau pour le pragmatisme, mais Delphine... Des envies, je parle d'envie, je parle pas de capacité, attention. Non, ce que je voulais rappeler, c'est qu'effectivement, offrir un environnement où les filles se sentent bien, ça fait partie aussi des priorités. Hein. Et je pense que les entreprises ont aussi beaucoup progressé sur la lutte contre le sexisme, la lutte contre le harcèlement, notamment grâce aussi à la réglementation. Et aujourd'hui, la parole se libère et je pense que les choses avancent. Et puis, je pense qu'il y a un rôle aussi qui est important, c'est qu'il n'y avait pas forcément de rôle modèle féminin qui incarnait aussi ces réussites dans le secteur. Aujourd'hui, nous, on a 400 femmes de tout niveau qui sont prêtes à intervenir dans les écoles, les universités, les collèges pour parler de leur métier et donner envie aux jeunes filles. Donc c'est ça aussi, c'est le modèle, la représentation qu'on en a. Et je crois qu'il y a un gros travail à faire aussi auprès des prescripteurs, c'est-à-dire les profs qui parfois connaissent mal aussi nos métiers et les parents qui ont aussi parfois une méconnaissance de nos métiers, les métiers qui vont relativement vite, qui paraissent parfois un peu techniques et abscons. Mais donc il y a tout un travail aussi de pédagogie à faire auprès des prescripteurs parce que là aussi, c'est l'enquête GenderScan qui le révélait, c'est 40% des jeunes filles sont... comment on dit 40% des jeunes filles, on les incite pas à aller vers les filières scientifiques. Voilà, on les décourage. Voilà, on les décourage d'aller vers. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi à sensibiliser les profs, les parents, pour leur dire si ce sont des métiers pour les jeunes filles et il y a un avenir merveilleux pour elles. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises en ont besoin. C'est pas que par altruisme. Donc elles vont faire ce qu'il faut elles font ce qu'il faut pour pouvoir les attirer. Elisabeth, est-ce que tu veux réagir au sujet de... Oui, sur le sciences appliquées, on est d'accord. Non, il y a quand même un sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs dites traditionnelles, entre guillemets, où on passe par des prépas, où là, vraiment, on est en train de prendre du retard. Et ça, c'est pas possible. Donc, il y a un sujet, il va falloir l'analyser véritablement, parce que s'il y a 36%, plus il y aura de filles, plus les filles voudront y aller. Donc voilà, c'est un effet de masse.
Et là, on est en train de perdre l'autre côté. Donc attention aussi à ça, avec les réformes les unes après les autres. Et puis aussi sur l'entreprise. Bon, en fait, Orange, Engie, on est main dans la main. On se consulte beaucoup, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Moi, parallèlement, je suis coprésidente à la commission violence au Haut Conseil à l'égalité, où là, le sujet des violences faites aux femmes, violences domestiques, malheureusement, ces femmes travaillent. Enfin, heureusement, elles travaillent, mais malheureusement, elles amènent ça dans l'entreprise. Et beaucoup d'entreprises, pas les nôtres, mais beaucoup d'entreprises, ne veulent pas forcément adresser le sujet. Donc là aussi, c'est un sujet. Et le sujet est à adresser et à soutenir jusqu'au bout. Et puis on a un sujet des femmes seniors, qui est quand même un sujet d'actualité, où nos femmes seniors, on va devoir travailler jusqu'à 67 ans. Moi, chez Engie aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de femmes de plus de 61 ans. Pas plus. Et j'en ai pas beaucoup en dirigeante. Ça veut dire qu'elles partent, qu'elles sont dans des no way out, enfin elles sont dans des impasses, elles quittent, elles montent leur structure, elles sont consultantes, mais elles ne tiennent plus dans l'entreprise. Et ces femmes sont incroyables, sont des ingénieurs, elles ont envie de transmettre, leurs enfants sont grands, ont quitté le nid, elles ont du temps à investir, mais peut-être pas dans le métier qu'elles faisaient. Donc il y a un très très gros travail d'accompagnement à faire pour qu'elles puissent rebondir, se reformer et prendre une nouvelle carrière, en tout cas un nouveau chapitre de leur vie professionnelle dans ces grands groupes, parce que là, il y a un sujet aussi de rétention de talent et de femmes. Si on veut aussi arriver à nos résultats, c'est comme ça qu'on peut aussi avancer sur les femmes seniors. Delphine, tu voulais réagir ? Non, oui, l'idée aussi, c'est de dire que le monde associatif joue un rôle formidable. Nous, on a aussi beaucoup de partenariats avec des associations. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais les Intrépides de la Tech, Bicomtech, etc. Et elles jouent un rôle majeur, ces associations, parce qu'elles œuvrent sur le terrain, en proximité, avec l'aide de l'éducation nationale. Et ça, c'est énorme aussi pour nous. Et je crois que le triptyque entreprise, association et pouvoir public, c'est vraiment le triptyque essentiel pour pouvoir continuer à progresser sur ce sujet-là. Et on croit beaucoup au programme Tech pour toutes. Mais bon, voilà, on espère que voilà, ça va progresser. Alors, beaucoup de progrès quand même si les chiffres de Polytechnique ne sont pas bons, on a d'autres exemples. Et c'est peut-être effectivement le modèle Polytechnique. Ça, sans doute aussi, est-ce qu'on parle des stéréotypes dans la tête des garçons, mais aussi dans la tête des filles ? Moi, je me souviens encore de cette gamine, Louis Legrand, qui expliquait qu'elle n'allait pas forcément, même si elle réussissait Polytechnique et Normal Sup, elle n'était pas forcément au niveau. Et d'ailleurs, une réaction assez violente de ma part, mais t'es qui, toi, pour décider que t'es pas au niveau, alors que toute la société te dit que tu l'es ? Un problème à gérer, peut-être, non ? En tout cas, toutes les deux, nous, à chaque fois qu'on passe après L'Oréal, c'est pas facile, devant les jeunes filles. Parce qu'elles veulent toutes rentrer chez L'Oréal, parce que chez L'Oréal, il y a des rôles modèles, en fait, il y a des modèles. Donc elles veulent toutes rentrer chez L'Oréal, et nous, on passe derrière, c'est plus difficile. Mais on a des métiers qui ont du sens, qui font sens. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Non, mais effectivement, l'autre fois, je discutais aussi avec ma collègue de Veolia. Pareil, c'est compliqué pour elle. Donc, effectivement, il y a des secteurs qui sont un peu plus chanceux. Je pense que là aussi, c'est déconstruire les stéréotypes, dire aux filles qu'elles elles ont tout le potentiel. Nous, on aide beaucoup aussi avec des programmes de développement personnel et pour redonner confiance. C'est un travail de longue haleine. Là aussi, les parents ont un rôle majeur à jouer. On le voit, si papa a été ingénieur et qu'il a des filles et qu'il épouse, forcément, ça aide. Donc l'éducation a un rôle clé. L'école a un rôle clé pour donner confiance aussi dans les filles. Donc c'est un travail d'équipe si on veut pouvoir continuer à progresser. Bruno, il y avait plein de choses à dire sur le sujet. Non, mais j'avais une question. Parce que moi, en tant qu'homme, vous avez des rôles modèles formidables dans vos entreprises, les patronnes, et vous n'en parlez pas. On n'ose pas. Mais effectivement, ça aide. Les grandes boîtes de la tech et de la technologie sont dirigées par des femmes en France. Pour moi, c'est un des premiers symboles. Et si je fais aussi le lien au niveau du sport avec tout ce qu'on se dit sur les pressions internationales, il y a 2 semaines, le CIO a quand même voté à la tête de la plus grande instance sportive. Le CIO a élu Kirsten Coventry, qui est une jeune femme africaine. Donc,
gardons ces symboles et il faut en communiquer autour de nous. Et je pense que ça peut faire avancer les causes. Nous, c'est notre fierté. Hein. Christelle Henman, Catherine McGregor, sincèrement, on les agite, on les emmène. Peu nombreuses. Ouais, elles sont 4. Alors, dernière question avant de rendre la parole. Et est-ce que nous sommes armés pour faire face au vent de misogynie qui nous arrive de l'autre côté de l'Atlantique? Je pense qu'il va falloir rentrer en résistance. Plus que jamais, il faut rester soudés. Je pense qu'on a fait des progrès, mais on voit à quel point on avance petit à petit. Donc chaque recul, chaque renoncement nous fera reculer. Donc je pense que c'est vraiment le moment de rester soudés, de jouer collectif et de ne rien lâcher. Parce que, voilà. Oui, beaucoup de vigilance. Je rentre de New York, on était au CSW, là, aux Nations Unies, et pour la première fois, j'ai vu une de nos vieilles américaines démocrates qui a organisé une réunion secrète dans une salle prêtée par un CEO à New York, et personne ne devait dire où on était pour pouvoir parler de ce fameux backlash, parce que le backlash arrive. Et il va mettre un peu de temps, il arrive vite, mais il va s'installer. Et c'est là que le sujet peut être grave. Donc rentrer en résistance, oui. Être tactique et stratégique et se mettre en ordre de marche aussi. Et puis on a des lois dans nos pays, donc il va falloir qu'on travaille sur le fameux triptyque, hein, entreprise, État, asso, pour voir comment on peut contourner, travailler sur la sémantique, voir comment on peut avoir une autre approche pour se préparer en cas de réel backlash en Europe. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être enfin pouvoir voir émerger une génération de combattants et non pas de gens qui profitent des combats des autres. Bruno, est-ce que vous avez On est prêt ? On est prêt. Quelque part, je suis aussi sensibilisé sur ce sujet parce que j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis et discuter avec mes homologues des prochains Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Los Angeles, qui se posent aussi beaucoup de questions là-dessus. Donc voilà, je suis complètement sensibilisé à ce sujet. Je crois que nos 3 intervenants vont pouvoir tenir le choc. Merci beaucoup.